Bonjour à tous et toutes. Ça va être un peu difficile de vous ramener dans un box de consultation après ces réflexions extrêmement élevées, mais voilà. Moi, je vais vous parler de consulter, est-ce consentir ? Et j'avoue que si on avait posé cette question aux praticiens de ma génération il y a une petite quarantaine d'années, nous l'aurions trouvé particulièrement ridicule. Alors, pour essayer de clarifier mon propos, j'ai essayé de me remettre dans ma salle de consultation et de peut-être différencier quelques attitudes parmi les plus fréquentes. J'en ai identifié 3. Elle a 26 ans, elle est un peu timide, elle est sur ses gardes. Elle a pris rendez-vous chez la gynéco parce qu'il faut bien. Elle a l'âge pour son premier frottis. Mais je vois bien à ses cuisses serrées, à son air terrorisé, que non, ça ne fait pas partie du scénario. Mon petit clignotant s'allume. Mais celle d'après, elle a 40 ans et elle vient parce qu'elle a des pertes. On se connaît bien, j'ai mis ses 3 enfants au monde et quand je lui demande si elle m'autorise à lui poser un spéculum, elle me regarde comme si j'avais dit un truc incongru. Elle me dit « bah oui, c'est quoi le problème ?» Et puis, celle d'après, elle a 60 ans, elle se déshabille entièrement, sitôt entrée, c'est vrai qu'on se connaît aussi très bien, et elle s'élance pour s'allonger sur la table. Elle écarte spontanément les cuisses. Mais elle se fâche un peu quand je lui dis « ah ben non madame, les frottis c'est fini, vous n'avez plus l'âge ». Et c'est comme si je l'abandonnais, que je refusais de l'accompagner dans sa démarche de prévention. Et puis elle se détend, on rigole. Voilà, brossé à grands traits, le quotidien d'un gynécologue qui exerce depuis un certain nombre d'années. Mais je dois le reconnaître, aujourd'hui, plus rien n'est implicite, et c'est tant mieux. La loi Kouchner, 432, est formelle. Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus, après avoir informé le malade de ses conséquences. Alors, je crois que c'est à nous de nous adapter à l'évolution des relations entre soignants sachants et soignés ignorants. À nous d'expliquer notre stratégie de soins, de justifier les examens prescrits et les gestes utiles. Le plus souvent, tout est simple. La patiente est dans une relation de confiance, elle sait pourquoi elle est là, ce qui va se passer. Les gestes du médecin ne l'inquiètent pas, elle n'a rien vécu de traumatisant au niveau de son intimité et l'examen gynécologique ne va pas réactiver de souvenirs violents. Mais nous avons appris à personnaliser la consultation, à deviner les réticences, les antécédents tuent, la honte, l'impossibilité à raconter. Nous savons que la partition varie sans cesse, pleine de nuances, en fonction de la singularité de la patiente qui a décidé de consulter, mais pas forcément de tout accepter. Le consentement peut avoir une acception passive. Consentir, c'est accepter quelque chose qu'on se voit proposer, voire ne pas le refuser. Mais consentir, c'est peut-être choisir, ou accepter, ou céder, ou se résigner. Est-ce que la fameuse zone grise a sa place dans la consultation de gynécologie ? Des gynécologues et des médecins d'autres spécialités ont été accusés de viol. Certains d'entre eux ont commis des viols dans un véritable abus de pouvoir. D'autres ont été maladroits, peu empathiques, voire brutaux. Désormais, la confiance dans le corps médical est sérieusement ébranlée. Et la question de ce pouvoir qui rend possible les maltraitances et les abus est questionnée. D'autres sujets émergent que nous n'avions absolument pas anticipés. La présence d'étudiants en médecine, par exemple, est-elle consentie dès lors qu'on a décidé de se faire suivre dans un hôpital universitaire ? Est-ce qu'on peut la refuser ? Les étudiants eux-mêmes témoignent du malaise qu'ils ressentent dans de nombreuses situations de soins et demandent à ce que leur présence et leur mission soient clarifiées. Les praticiens, de leur côté, font valoir des arguments recevables. Comment, dans une consultation qui dure 15 minutes, prendre le temps d'interroger les événements douloureux antérieurs, d'expliquer les modalités de l'examen, de recueillir le consentement des patientes, puis de réaliser l'examen et de proposer un parcours de soins. Nombre d'entre eux s'inquiètent. Peuvent-ils encore recevoir une patiente en tête-à-tête
sans un tiers qui pourrait témoigner de leur bon comportement. En 2018, le Haut Conseil à l'égalité, saisi sur la question des violences obstétricales et gynécologiques, avait promulgué des recommandations et identifié 6 types d'actes sexistes durant le suivi obstétrical. Non prise en compte de la gêne de la patiente, liée au caractère intime de la consultation. Propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d'avoir un enfant, qui renvoient à des injonctions clairement sexistes. Injures sexistes, actes, intervention médicale, prescription, exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix et la parole de la patiente. Actes ou refus d'actes non justifiés médicalement. Et enfin, violences sexuelles, évidemment, harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol. La liste de ces recommandations est assez impressionnante et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut définir des violences autorisées par la loi ? À cet égard, j'aime bien raconter cette histoire d'une patiente que je suivais au siècle dernier. À l'époque, on pensait qu'il fallait faire un toucher vaginal tous les mois, sinon on ne suivait pas bien les patientes. Et puis on avait appris petit à petit, notamment grâce aux Anglais, que ça ne servait absolument à rien. Et pour autant, j'ai suivi cette patiente sans l'examiner, et après l'accouchement, elle a déposé plainte auprès du directeur parce que je ne lui avais pas fait de toucher vaginal tous les mois et que donc je l'avais mal suivi. Donc vous voyez, les époques changent et les référentiels changent également. C'est dans ce contexte que le Comité consultatif national d'éthique recommande de passer d'un consentement tacite ou présumé à un consentement explicite et différencié. J'imagine que c'est le consentement affirmatif que prônent les Américains. Mais entre le modèle de médecin paternaliste qui informe mais prend la décision et le médecin informatif qui se contente de donner toutes les informations afin que la patiente puisse exercer son entière autonomie, y a-t-il une autre voie, plus complexe, plus humaine ? Peut-être que le modèle interprétatif délibératif, où le médecin s'intéresse aux valeurs et préférences de la patiente pour tenter d'adapter son choix thérapeutique, serait un compromis. Tandis que des sites tels que Gynéco proposent des listes de médecins gynécologues féministes, les praticiens réclament sur BFM TV le discernement entre examens médicaux et viol. Parce que, soyons clairs, la stricte définition du viol, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Cette définition fait de l'examen gynécologique un viol jusqu'à la preuve du contraire, car il y a viol lorsqu'un acte de pénétration sexuelle s'est produit sans le consentement de la personne. Et on voit aujourd'hui, au niveau de l'Europe, tous les débats qu'il y a sur comment faire rentrer le mot consentement dans la définition du viol, et la France a du mal à faire comprendre sa position. Mais alors dans ce cas, que faire de l'intentionnalité et de la finalité qui est le soin ? Comment concilier prise en charge de la santé des femmes et problématiques liées à l'intime ? Peut-on comparer l'examen à un acte invasif dont il faudrait évaluer le bénéfice et le risque ? Peut-on parler de consentement éclairé pour un examen gynécologique ou pour un toucher rectal en proctologie, en gastroentérologie, en urologie ? Et surtout, comment définir juridiquement la preuve du consentement dans ces conditions ? Malheureusement, la présomption de bienfaisance ne suffit plus. La formation des praticiens au questionnement systématique sur les antécédents de victimes et de violences, notamment sexuelles, est désormais incontournable. Mais la qualification juridique d'un acte de soin présumé bienfaisant de viol n'ouvre-t-elle pas la voie au dévoiement de la justice à des fins d'activisme sociétal ? Christine Ledoiré, juriste et militante féministe, ne l'exclut pas. Qualifier un examen gynécologique de viol, déposer plainte 7 ans après, quand la gynéco devient ministre, c'est décrédibiliser le crime de viol, nous prendre pour des cruches, attaquer le suivi de la santé des femmes. En effet, ne plus pratiquer des examens gynécologiques semblerait la seule protection efficace contre les plaintes pénales. Mais est-ce souhaitable ? Cette question, qui est en fait celle de la confiance accordée aux praticiens, est en réalité bien plus ancienne. En 1782, à l'Académie de médecine, Jean-Louis Bodelock l'abordait déjà
à propos de l'utilisation malencontreuse d'un forceps sans indication. Il disait « Des exemples semblables ne sont malheureusement que trop ordinaires et, nous le dirons, à la honte de la plupart de ceux qui cultivent l'art d'accoucher, la Terre recouvre tous les ans une infinité de femmes victimes de leur confiance et qui, abandonnées à elles-mêmes, se seraient délivrées très heureusement. » Consulter, ce n'est donc pas forcément consentir. Pas plus que se marier n'est consentir au devoir conjugal à perpétuité. Je vous remercie.